Bonjour à toutes et tous, pardon de ce retard lié à des difficultés de connexion. Ce webinaire sera accessible sur le site de Finagri. Donc oui, aujourd'hui, je voulais vous faire part de la manière dont fonctionne la chaire Finagri, Financement de l'agriculture, qui est une chaire de recherche créée à l'Institut d'administration des entreprises de Paris, Université Panthéon-Sorbonne, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chaire créée sur mon initiative il y a maintenant presque 14 ans, dont le but est un financement alternatif de l'agriculture, un financement dans une optique de développement durable du point de vue agricole. Alors, le cas de l'agriculture est un cas absolument passionnant, nous allons y revenir pour un certain nombre d'avantages que nous avons à fonctionner avec l'agriculture. Néanmoins, ce que nous évoquons dans cette chaire est une logique qui va bien au-delà de la question agricole. On va dire l'agriculture est un très bon exemple, mais l'agriculture n'est en aucun cas le champ limité, et vous me permettrez ce mauvais jeu de mots, dans lequel pourraient s'appliquer les techniques financières innovantes que nous proposons, que nous envisageons du point de vue de Finagri. Alors, le contexte, il faut le rappeler. Évidemment, vous tous qui m'écoutez, vous le connaissez, mais je crois qu'il faut bien avoir conscience que les éléments que je vais évoquer devant vous sont totalement reliés à la préoccupation qui est la nôtre, c'est-à-dire trouver des financements nouveaux et massifs pour fonctionner différemment du point de vue agricole, pour que nous ayons un modèle alternatif dans notre mode de fonctionnement. Contexte. Contexte 1 de dette extrêmement forte au niveau mondial, et peut-être aurons-nous l'occasion d'y revenir, extrêmement forte au niveau français, dette massive, beaucoup plus forte que le PIB, c'est-à-dire la création de richesses réalisée par l'économie. Du point de vue mondial, l'année dernière, nous étions sur la base du FMI sur une dette de 275 000 milliards mondiale pour un PIB de 103 000 milliards, c'est-à-dire une dette qui représentait grosso modo 2,7 fois le PIB. En réalité, cette dette est la dette répertoriée par le FMI, c'est-à-dire la dette notamment émise dans le secteur régulé. Il est probable qu'une dette complémentaire dans le secteur non régulé, dite du shadow banking, devrait augmenter encore ce montant, et donc avoisiner probablement les 320 000 milliards de dollars de dette au niveau mondial pour un PIB qui est toujours à 103 000 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, nous avons une masse de financement extrêmement importante, comme jamais dans l'histoire, qui n'a pas de contrepartie directe dans l'activité réelle, qui n'a pas de contrepartie directe avec les flux provoqués par l'activité réelle. Rappelons toujours, ce webinaire est notamment relié à l'Institut de haute finance, qu'en matière financière, ce qui est essentiel normalement dans l'émission d'une dette, c'est l'associer à des flux. Et logiquement, d'ailleurs, c'est ce que tout prêteur a pour charge de vérifier, ce que d'ailleurs la Banque centrale lui demande de faire, c'est-à-dire vérifier qu'à chaque fois qu'il prête, les flux de création de richesse permettront d'assumer la charge de la dette, c'est-à-dire son remboursement, puis le service de la dette, c'est-à-dire le paiement de ses intérêts. Donc, la situation mondiale dans laquelle nous sommes est très clairement une émission de dette incroyablement excessive. Et évidemment, quand vous êtes en France, nous avons le cas particulier de la France qui est tout à fait représentatif de cette anomalie historique, une émission de dette absolument excessive comparée à la production de richesse annuelle qui donc ne permet pas, normalement, soit de faire face aux services, soit encore mieux ou pire, si l'on peut dire, de rembourser la dette en question. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que une situation comme celle-là suscite exactement les mécanismes que nous connaissons depuis des années au sein, je dirais, de l'économie mondiale, c'est-à-dire des phénomènes de bulles. En clair, la dette qui sait ne pas avoir en face d'elle une liquidité et, on va dire, une rentabilité suffisante, va, entre guillemets, créer artificiellement cette rentabilité. C'est-à-dire que tous les détenteurs de liquidité achètent le même actif, et donc si cet actif ne produit pas des flux supplémentaires, si par exemple nous achetons tous le même immeuble à New York, ce n'est pas pour autant, quoique le loyer va augmenter, je dis quoique parce qu'en réalité le loyer va peu à peu s'indexer sur la valeur de l'immeuble, donc on aura quand même un effet en termes de flux, mais néanmoins il sera sans rapport avec l'énorme augmentation de valeur associée à la bulle.
En revanche, ce qui va intéresser le financier conscient de cette situation anormale, c'est que l'augmentation de valeur lui permet d'espérer une plus-value quand il revendra l'actif en question. C'est-à-dire, j'achète l'immeuble, il vaut 2 milliards, je le revends à 3 milliards. En réalité, là, je ne suis plus intéressé du tout par les loyers versés, mais en revanche, par la plus-value potentielle que je vais refaire à la revente de l'immeuble. Donc, nous sommes dans cette situation financière qui crée de la bulle, qui crée ce réflexe, et ça, c'est un réflexe important et intéressant, de recherche de plus-value plutôt que de flux, évidemment avec le risque extrêmement fort que nous connaissons également, du fait que cette bulle ou ces bulles multiples peuvent entraîner des cracks, c'est-à-dire peuvent entraîner un effondrement de marché parfaitement explicable par le fait, évidemment, que la seule raison pour laquelle on a cette augmentation de valeur, c'est l'abus ou l'excès de liquidité. Il n'y a pas de réalité économique derrière. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut rapidement vous entraîner des situations dans lesquelles les financiers qui sont impliqués ressentent soudain une panique. C'est-à-dire, en clair, par exemple, pour reprendre l'exemple de l'immobilier, on se rend compte que les loyers ne peuvent pas augmenter aussi fort que l'augmentation du prix de l'actif, ne serait-ce que parce que les habitants ou les utilisateurs ne peuvent payer. Et donc là, cette information, par exemple, typiquement, se propageant dans la sphère financière, peut entraîner un effet de panique et tout le monde sort de l'endroit où il y a une bulle. Et ça vous entraîne un effondrement, c'est-à-dire la définition typique du crack. Donc cela peut également entraîner des crises, puisque cette question du financement ayant toutes les difficultés à représenter la rationalité économique, peut donc refuser de s'engager avec des actifs économiques, d'où crise par manque d'investissement, par défaut de financement, crise de liquidité. On a peur évidemment que d'autres acteurs financiers se retrouvent en difficulté et donc cela bloque la liquidité, un peu comme le sang dans un organisme qui semblait sain devient pâteux et va créer un infarctus. C'est d'ailleurs exactement l'image qu'on reprend quand on a une crise associée à la liquidité, c'est-à-dire en réalité, soudain coup, la liquidité, le sang ne circule plus et va bloquer le cœur, c'est-à-dire le système financier lui-même, avec des faillites en cascade et le risque systémique tel qu'on l'a vu se développer pour de vrai, je dirais non pas en théorie, mais pour de vrai, autour de la crise 2008-2011, la crise 2008 d'abord autour de la crise des subprimes, puis plus tard de la crise de la dette de la zone euro. Donc je vois s'afficher des messages. J'espère que néanmoins la qualité du son que vous avez est suffisamment bonne. Alors, nous sommes donc par conséquent dans cette situation avec ces risques de bulles, ces risques de crise systémiques qui sans cesse tournent autour de la planète finance et qui peuvent nous amener d'ailleurs à des situations géopolitiques très tendues, puisque cela finit par rejaillir sur le financement, et souvent d'ailleurs le financement des pays qui sont les plus fragiles par rapport à ce type de risque, c'est-à-dire les pays qui vivent avec de la matière première. Et donc souvent, ce seront dans ces pays qu'apparaîtront par exemple les tensions géopolitiques associées à l'inquiétude du fait que la monnaie perçue grâce à l'activité est une monnaie probablement surévaluée, ou en tout cas sur laquelle on peut se poser la question de la valeur à long terme. En 1973, alors qu'on a eu une suspension de la convertibilité hors du dollar en 71 et qu'on a une émission massive du dollar, on a une crise géopolitique majeure le 7 octobre 1973 avec une crise gravissime entre Israël et les pays arabes. Bien sûr, le 7 octobre 1973 nous ramène aussi au 7 octobre 2023, où avec la guerre avec la Russie, n'oublions pas que la Russie vit de l'exportation de son gaz et de son pétrole, et par conséquent très très sujet aux fluctuations que l'on peut avoir sur les matières premières. Donc tout cela, c'est un contexte très fortement explosif sur lequel, évidemment, on peut s'inquiéter, mais sur lequel on peut travailler en se disant, mais finalement, est-ce que ce contexte-là n'est pas celui d'une opportunité formidable avant d'arriver à la catastrophe? L'opportunité, quelle serait-elle? Ce serait de proposer à ces liquidités en attente, à ces liquidités en recherche, un véritable actif nouveau permettant de rééquilibrer le modèle, non pas en détruisant de la dette, mais en créant de la valeur en face de la dette, en créant massivement, en créant très vite.
Et là, on conçoit bien, évidemment, que toute relance, quelle qu'elle soit, de la consommation au niveau mondial, 103 000 milliards de PIB, ne peut en aucun cas résoudre le problème de 275 000 milliards de dettes. Il faudrait une croissance à 100%, à 150% au niveau mondial pour rééquilibrer le modèle. Donc évidemment, avec une croissance 3, 4%, 5% de la consommation qui serait énorme. Nous sommes en 2024, en 2025, on s'attend à 3,2 au niveau mondial. Donc on est très très loin des montants d'augmentation du chiffre d'affaires, d'augmentation du PIB, qui vous permettraient de rééquilibrer le modèle. Donc il faut chercher ailleurs. Cette recherche parfois pourrait sembler une recherche éperdue. Nous sommes en 2024 dans la période où il est possible de façon incroyable et historique, quand je dis incroyable, incroyablement providentielle et historique, de rééquilibrer le modèle par une création de valeur. En clair, rééquilibrer par des actifs qui seraient des actifs absolument certains, mais dont la valeur augmenterait de façon certaine et qui, par ce biais, évidemment, pourraient attirer des capitaux qui seraient très intéressés par cette certitude associée à la création de valeur de l'actif. Alors, si on continue dans la réflexion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette certitude dans la création de l'actif ne peut venir d'un espoir de vente. Si je suis dans l'agriculture, on aurait pu dire, par exemple, et on l'a pensé, parfois on le pense encore, que si je fais de l'agriculture bio, donc correspondant à une qualité supérieure attendue par le consommateur sera prêt à payer plus cher. J'aurai une brutale augmentation du chiffre d'affaires grâce à cette qualité nouvelle apportée aux produits que je lui propose. L'idée a fait long feu, on s'est rendu compte très rapidement, et évidemment encore plus après la crise du Covid ou dans les moments de crise économique, que le consommateur va accepter de payer plus jusqu'à un certain point, voire même jusqu'au moment où il ne le peut plus. Et auquel cas, évidemment, d'un seul coup, la survaleur espérée s'effondre. Elle s'effondre au détriment de l'agriculteur, si nous continuons dans cet exemple, qui avait investi massivement pour produire bio, qui avait besoin du surplus de chiffre d'affaires, du fait que le consommateur paye plus cher, simplement pour rentabiliser l'investissement qu'il avait fait. Si le consommateur ne paie plus, si le prix du bio revient au prix de la culture normale, eh bien, l'agriculteur se retrouve en perte parce que ses investissements massifs, qui peuvent d'ailleurs se traduire aussi par une perte de productivité à l'hectare de son exploitation, ces investissements ne le rémunèrent plus suffisamment par rapport au prix du marché. Donc ça veut bien dire que le système de se placer dans le PIB traditionnel, espérer une augmentation de PIB, est quelque chose qui ne marche pas et qui ne pourra pas marcher étant donné l'ampleur des investissements qui vont être nécessaires pour basculer dans une activité au sens large et plus précisément dans notre cas dans une agriculture qui soit totalement vertueuse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la logique qui va être poursuivie par la chaire Finagri, comme d'ailleurs dans d'autres secteurs d'activité aujourd'hui de par le monde, a pour but de créer un actif, on va dire, en circuit fermé, si vous me permettez cette expression, c'est-à-dire indépendant du chiffre d'affaires. Les 103 000 milliards de PIB mondial ne sont pas le raisonnement qui va être le nôtre. Nous sommes bien dans une création de richesse additionnelle. Quelle est cette création de richesse? Nous l'avons dit, elle doit être certaine pour séduire les investisseurs, elle doit montrer de façon certaine qu'elle crée de la valeur et que cette création de valeur ne cesse d'augmenter, donc avec effectivement cette idée que les effets vont être des effets qui vont pouvoir être mesurés de façon certaine et concrète. Ce matin, dans la présentation que nous avons fait des différentes approches complémentaires que nous menons de front dans la chaire Finagri, nous avons déjà commencé par travailler sur la problématique de ce que l'on appelle, dans la logique de tout ce que j'énonce depuis tout à l'heure, la logique de l'impact réel, de l'information extra-monétaire. Vous me permettrez le terme extra-monétaire que je préfère au terme extra-financier, puisque le but de la chaire est précisément que cette information qui n'est pas monétaire devienne une information financière et devienne une information permettant de représenter une nouvelle performance financière.
Donc cette information extramonétaire doit être validée au départ par des scientifiques et des scientifiques incontestables. Nous avons eu notamment une présentation ce matin de Michel Griffon, grand scientifique, grand spécialiste de l'agronomie et en particulier de l'agronomie dans une logique d'agroécologie, parlant de la définition que l'on pouvait donner du capital naturel. Pourrait-on dire cette valeur d'actif qui peut se développer grâce à des investissements concrets ou à des pratiques permettant, par exemple, si nous prenons cet exemple sur lequel nous travaillons avec Finagri, par exemple de consommer moins d'eau dans l'exploitation d'une ferme, d'une agriculture, quelle que soit d'ailleurs l'activité agricole concernée, que ce soit l'élevage, que ce soit la culture, grande culture, etc. Donc par exemple, le fait de utiliser moins d'eau, et donc si j'ai l'information absolument certaine que je produis en consommant moins d'eau, eh bien en réalité, je suis en train de valoriser mon actif. En clair, je crée un actif qui vaut plus cher puisque la même production me permet de consommer moins d'eau. Vous pourrez me dire, évidemment, il peut y avoir cette traduction immédiate en disant c'est un coût plus faible, mais là, on est dans quelque chose de beaucoup plus important puisque nous sommes bien dans une amélioration, je dirais, de la manière dont l'agriculture participe on va dire à l'ensemble de l'écosystème humain, et donc cette amélioration dans la consommation moindre de l'eau n'est pas simplement une question de coût, mais bien une question de développement durable. Et donc là, on est avec une amélioration qui doit être prouvée scientifiquement, et donc sur laquelle effectivement on va avoir une possibilité de commencer à fonder un financement durable. Alors, bien entendu, le scientifique va devoir, de ce point de vue, nous avons fait cette présentation ce matin, bien identifier toutes les externalités, ce qu'on va appeler les externalités, associées au fait de cultiver, au fait d'élever, au fait d'avoir une activité agricole. Ces externalités peuvent être positives, il peut y avoir un effet d'amélioration. Ces externalités peuvent être négatives, ce qu'on disait tout à l'heure par exemple, sur la consommation de l'eau. Donc là, le scientifique va devoir nous aider à bien déterminer si l'élément d'impact que nous mesurons, par exemple la consommation plus faible de l'eau, n'entraîne pas par ailleurs des externalités négatives, par exemple une augmentation de la température de l'air ou une utilisation d'un certain nombre de produits qui auraient des conséquences sur la qualité de la terre, etc. Donc on va avoir, je dirais, un certain nombre de points d'externalité qu'il s'agira de mesurer en amont. De sorte que lorsque le financier que nous allons convoquer à la fin du processus pour financer l'exploitation, je dirais, engagée dans cette démarche vertueuse, ce financier n'ait pas de crainte que ce qu'il aura financé puisse avoir à un moment donné des externalités négatives, ce que on a pris l'habitude de qualifier de greenwashing, c'est-à-dire que l'apparence de vertu était compensée de façon beaucoup plus forte par une non-vertu, et que cette non-vertu pouvait à la fin faire que l'actif que l'on croyait avoir créé se retrouvait totalement détruit par un élément non vertueux qui venait complètement détruire la valeur que l'on pensait avoir constituée. Donc, présentation de la chaire Finagri d'abord, en disant à quel point ce qui est très important, c'est que les travaux scientifiques sur lesquels nous nous appuyons, qui vont permettre d'identifier le caractère vertueux de la production, ces travaux scientifiques doivent être absolument robustes, incontestables et permettant d'avoir un socle scientifique sur lequel nous nous reposons. Il est évident que de ce point de vue, cela signifie aussi une liberté absolue des scientifiques de décider sur quel sujet il est opportun de travailler par rapport à l'état de la science, par rapport aux recherches en cours, par rapport aux différents éléments sur lesquels on peut espérer des résultats robustes. Une chaire a ceci comme avantage qu'elle n'est pas ni une structure de conseil, ni une structure sous influence quelle qu'elle soit. Elle a la liberté absolue de la recherche, et cette liberté absolue de la recherche est la première garantie que l'on peut trôner, que l'on peut proposer à des investisseurs et à des financiers. Concrètement, lorsque on met en place une procédure, donc par exemple une agriculture
dans laquelle on identifie un facteur d'amélioration en termes de développement durable. Je continue avec l'eau. Nous avons 12 chantiers que nous avons évoqués du point de vue de la chaire sur les améliorations potentielles. Nous avons placé l'eau en numéro 1 parce que c'est évidemment une problématique mondiale absolument cruciale du point de vue de la survie de l'espèce humaine. Et donc, cela est devenu aussi, du point de vue des financiers, on va dire, un argument extrêmement fort en termes d'espoir de créer un effet, de créer une amélioration et donc de créer de la valeur. Donc, nous avons placé l'eau en premier lieu. Donc, si nous sommes dans cette idée, par exemple, de représenter la consommation d'eau, cela signifie immédiatement comment le scientifique, à partir de la méthodologie qu'il a donnée, va attester qu'on représente correctement la façon dont l'eau est consommée, par exemple, dans une exploitation. Eh bien ça, donc, ça nous amène directement au problème en réalité majeur de cette nouvelle finance, c'est le problème de la data. Je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, la data, c'est-à-dire cette fameuse donnée extra-monétaire. Je continue d'utiliser, juste pour rappel, le terme que l'on utilise aujourd'hui dans la plupart des textes, cette donnée extra-financière que Finagri a pour ambition justement de réintégrer dans la finance pour obtenir des financements massifs de grands investisseurs de pratiques ou d'investissements qui auront un effet très fort sur la manière dont on va produire l'agriculture de demain. Donc la data est au cœur de cette question. Alors par exemple sur la question de l'eau, nous avons mené dans la chaire une grande étude d'abord sur la façon dont par exemple un pays exemplaire en termes de data sur l'eau, les Pays-Bas, ont mis en place, notamment dans leur agriculture, mais évidemment, on doit avoir une approche systémique, car l'eau n'est pas simplement, même quand elle est utilisée par l'agriculture, n'est pas simplement une problématique strictement agricole. Les Pays-Bas ont cette approche très intéressante, justement, d'avoir une vision sur la data de l'eau globale, dans laquelle, évidemment, la data de l'eau agricole est très importante pour le développement de l'agriculture néerlandaise. Donc, on est bien dans exactement ce qui nous intéresse et la manière dont on l'envisage. Donc, l'étude que nous avons menée pour la remontée de la data est une étude dont nous nous inspirons fortement en disant, voilà typiquement l'approche que l'on doit avoir. Les Pays-Bas ont en effet sélectionné de la donnée, ont en effet regardé comment cette donnée peut être avec la plus grande qualité possible pour qu'elle soit exploitable. Ça veut dire avec la plus grande standardisation. Lorsque l'on rentre dans le problème concret, comment va-t-on pouvoir mettre en place ce nouveau type de financement? Nous avons derrière une question absolument majeure sur la qualité de la data qui, en réalité, de plus en plus, va intéresser l'investisseur. C'est cette data qui va être à l'origine pour l'investisseur de l'espoir de rentabilité, de profitabilité de son investissement, de l'espoir de rentabilité qui l'associe à l'investissement qu'il aura fait. Donc la data est centrale. La qualité de la data est absolument centrale. Les Pays-Bas se sont donc posés aussi sur la question de l'endroit où on centralise la data en question. Le data center, par exemple, est une problématique majeure dans ce nouveau type de finance. La manière dont cette data est travaillée, donc les différents outils algorithmiques qui vont être employés, leur robustesse ou pas, la manière dont l'intelligence artificielle autour justement de la data science va pouvoir se saisir de cette data, sont aussi les grandes questions qui ont été présentées ce matin dans le cadre de la chaire avec nos spécialistes. Nous avons eu notamment une étude très précise pendant 4 mois financée par la chaire sur la data en question permettant d'envisager ce type de représentation, par exemple, en ce qui concerne l'eau ou plus largement toute la question agricole. Et nous avons maintenant cette logique d'agrégation de la data, d'utilisation et de mode de fonctionnement à partir de cette data. Donc, cette data, elle est absolument centrale, sa standardisation, sa normalisation sont absolument capitales. Cela rappelle bien entendu, et ça n'est pas un hasard, depuis le 1er janvier 2024, l'Union européenne a lancé une directive capitale CSRD, hein, donc avec effectivement cette idée de Sustainable Development, c'est-à-dire comment allons-nous pouvoir avoir une
croissance durable, avec un reporting de croissance durable reporté par un certain nombre de données extra-financières, qu'à partir de cette année, les grandes entreprises européennes doivent faire obligatoirement, que les plus petites devront faire plus tard, mais qu'en réalité, elles doivent faire dès maintenant, dès lors, par exemple, qu'elles sont financées par des banques qui ont besoin de s'assurer de la qualité de la donnée de leurs clients, ou dès lors que ces petites entreprises sont associées dans des chaînes de fournisseurs, de grandes entreprises qui elles-mêmes, étant obligées de valider, de s'assurer de la qualité de développement durable, on peut parler évidemment du point de vue agricole de l'industrie agroalimentaire, voire de la distribution agroalimentaire. Donc, devant s'assurer de cela, ça signifie évidemment que les obligations de reporting de data pour représenter la qualité du mode de fonctionnement et du mode de production en termes de développement durable sont une réalité aujourd'hui. Donc, cette réalité, en fait, elle nous amène à réagir et à réfléchir de plus en plus précisément sur la manière dont nous allons avoir, je dirais, une valorisation pour l'investisseur, pour le financeur. Alors, cela, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie qu'associé à ces datas, nous pouvons émettre des titres. Alors, émettre des titres, ça veut dire bien sûr avoir un support pour l'investisseur que celui-ci recevra en échange de son financement, qui, je le rappelle, servira soit à investir, soit à financer des pratiques. Si je reprends sur le financement des pratiques, vous voyez, des brebis dans un mode de production laitière bio pourraient avoir, par exemple, lorsqu'elles sont dans des packages sauvages, par exemple en broutant la fougère, un impact très fort sur la baisse de risque d'incendie. Le feu est d'ailleurs un deuxième domaine sur lequel travaille la chaire. Donc là, on est typiquement dans le financement spécifique de la manière dont broutent les brebis, et je le répète évidemment, sans strictement aucun lien de circuit hermétique avec le prix du litre de lait bio que la brebis produira et qui sera vendu, par exemple, à l'industrie fromagère. Là, on a vraiment une distinction totale entre l'activité production de lait et l'activité qui est la façon dont va paître la brebis et donc qui va effectivement, par exemple, avoir un effet de développement durable en diminuant le risque d'incendie. Donc, le financement de ce mode de package pour le troupeau peut être un financement totalement autonome avec la perspective d'une création de valeur mesurable. Par exemple, la diminution des fougères elles-mêmes dont la science dit qu'elles ont ou qu'elles provoquent un risque d'incendie, et avec, on va dire, une évolution constatée au fur et à mesure que l'activité d'élevage se poursuit. Donc on est là typiquement dans un titre financier qui va pouvoir être émis sur la base de cette donnée, sur la base de cette data. Nous l'avons dit, le but est, étant donné la création de valeur très importante que l'on espère, qui est dissociée des flux traditionnels associés au chiffre d'affaires, lui-même entraînant un bénéfice, lui-même entraînant le cas échéant des dividendes. Donc la sortie de ce triangle caractéristique, chiffre d'affaires, bénéfice, dividende, nous conduit évidemment à espérer un gain par plus-value. Le gain par plus-value ne peut être représenté qu'en cas d'échange. Et donc, il est très important que cette nouvelle approche financière suppose un marché, évidemment, d'émission, mais un marché également, ce que l'on appelle un marché secondaire, d'échange des titres en question. À partir de la donnée qui aura été identifiée, il est possible donc d'avoir une valorisation de l'actif qui permet lui-même à ce moment-là un échange fiable. L'acheteur et le vendeur sont certains de ce qu'ils échangent, ou en tout cas ont toutes les informations leur permettant de créer, en tout cas, un marché d'offres et de demandes fondé sur un élément absolument certain, c'est-à-dire de la donnée réelle, validée à l'origine scientifiquement, puis validée ensuite par le processus et de collecte et d'exploitation des datas permettant de représenter l'effet qui est celui finalement que va payer l'investisseur. Je le disais sur l'économie de l'eau ou sur la diminution du feu, qui me semblent deux bons exemples. Il y en aurait évidemment 1000 autres. Donc cela signifie quoi? Cela signifie que la question pour le financement
du point de vue technique, et là, peu à peu, on arrive de plus en plus sur des questions ayant trait à la problématique financière. Cette question du financement suppose, à ce moment, que nous ayons une liquidité importante. C'est la raison pour laquelle nous avons présenté dans la chaire ce matin un travail de doctorat qui est en cours d'achèvement autour du premier marché, pourrait-on dire, ou d'un des premiers marchés des actifs à caractère écologique, qui ont été le marché des crédits carbone. Donc ce marché est très intéressant, et donc c'est la raison pour laquelle nous l'étudions et nous poursuivons les études qui ont été largement menées par la sphère économique sur ce type de marché, puisqu'en effet, c'est un marché dans lequel on voit bien les investisseurs se positionner, évidemment en fonction de l'attrait qu'il peut représenter, de gains toujours pareils qui ne sont pas associés au cycle économique traditionnel de l'offre et de la demande, mais qui va être associé au cycle, on va dire, tout à fait particulier de la problématique de l'émission de carbone et de la compensation qui peut être exigée d'un certain nombre d'acteurs économiques. Alors, ce marché nous paraît effectivement être un bon cas pour ces premières représentations d'actifs, avec simplement une limitation très importante, c'est que le crédit carbone est associé à un comportement non vertueux. Donc, l'émission de crédit carbone, donc de ces titres, va être associée à la demande d'un marché qui lui-même va avoir une production trop carbonée. C'est-à-dire que on a, je dirais, cette sorte de disparité, de compensation entre une logique non vertueuse et une logique vertueuse qui est exigée en compensation dans l'idée d'une neutralité carbone. La perspective de la chaire est évidemment différente de ce point de vue. On va dire que cette première approche de la neutralité était intéressante, mais elle était, en ce qui nous concerne, considérée comme trop limitative. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est une logique de développement d'une approche vertueuse. Non pas d'une compensation d'une approche non vertueuse, mais du développement d'une approche vertueuse. En clair, que la logique de financement soit associée à quelque chose de plus en plus vertueux de la part de l'organisateur qui bénéficiera du financement, que cette approche vertueuse fasse l'objet d'un titre, d'un actif financier en tant que tel. C'est l'actif qui est associé à de la data positive qui sera émis et qui fera l'objet d'un investissement par les financeurs qui pourraient être intéressés et qui lui-même fera ensuite l'objet d'un marché secondaire assurant une liquidité suffisante et qui fera l'objet, je crois qu'il y a une petite coupure, donc je vous prie de m'en excuser, je l'ai vu sur mon écran, donc qui fera l'objet d'une liquidité suffisante permettant justement d'avoir une représentation de la plus-value pour l'investisseur et donc évidemment une perspective très intéressante permettant de représenter la création de valeur beaucoup plus massive que celle que l'on pourrait espérer par le biais d'un chiffre d'affaires et d'une vente et permettant aussi d'avoir une perception de cette plus-value par les investisseurs sans épuiser, on va dire, l'activité principale, l'activité réelle associée à la production. En clair, lorsque l'investisseur est rémunéré sur l'activité principale, ça signifie qu'une partie des flux, par exemple, si je reprends l'exemple précédent, lorsque l'éleveur de brebis va vendre son lait, s'il devait rémunérer l'investisseur, ça signifiera évidemment qu'une partie du profit qu'il fait en vendant son lait par rapport au coût qu'il devait supporter, une partie de ce profit étant dirigée vers le financement, elle ne lui permet pas un réinvestissement direct. Donc là, l'idée, bien sûr, est que plus nous avons un marché secondaire actif, plus l'investisseur est rémunéré sur la plus-value et n'exige pas, n'a pas besoin de sortir des flux de l'activité traditionnelle qui, du point de vue de l'agriculture, est très importante puisqu'on le sait, le niveau de marge sur l'agriculture est aujourd'hui, du point de vue mondial, un niveau de marge réduit qui permet parfois à peine de rémunérer les exploitants agricoles et qui, par conséquent, ne peut être envisagé comme une source durable et intéressante pour financer des investissements massifs ou des pratiques qui ne seraient pas immédiatement des pratiques rentables, qui ne seraient rentables en apparence, je reprends mon exemple du bio, que si elles étaient répercutées sur le chiffre d'affaires, nous avons dit que cette solution n'était pas bonne et n'était pas tenable à long terme. Donc, nous avons bien cette perspective d'obligation
d'un marché qui soit liquide et d'un marché qui soit alimenté par des investisseurs nombreux. Présentation de la chaire d'un autre travail de thèse entamé actuellement sur justement ces investisseurs qui, de façon forte et volontaire, veulent s'afficher investisseurs durables, qui ont d'ailleurs cette crainte majeure du greenwashing, c'est-à-dire d'avoir des investissements qui d'apparence étaient des investissements qui pouvaient rentrer dans leur portefeuille, mais qui, après études plus spécifiques ou événements extraordinaires, s'avéreraient comme des investissements qui ne seraient pas de caractère durable. Donc là, évidemment, c'est une masse d'investisseurs très importante avec laquelle nous avons décidé de commencer à travailler pour regarder comment justement leur proposer des produits qui seraient des produits correspondant exactement à leurs attentes. De ce point de vue, la qualité du développement durable associé à l'investissement est un élément primordial aux rentabilités, primordial par rapport même aux rentabilités qui sont attendues traditionnellement dans un investissement. Donc là, nous avons une étude spécifique qui est menée par une thésarde, Delphine Dirac, qui, elle, est spécialisée d'ailleurs sur la question de la data. Elle nous vient de la Bourse de Londres et donc elle est spécialisée depuis longtemps sur cette problématique de la data non monétaire et qui peut évidemment être aujourd'hui un des éléments les plus attractifs pour l'investissement. Donc effectivement, je dirais, observation d'une notation par une recherche de la chaire menée dans ce biais-là. Deuxième dimension par rapport au type d'investisseur, par rapport au type de fonds. Donc une recherche a été également présentée, celle que nous menons actuellement, pour regarder du point de vue des types de fonds, comment les fonds, notamment qui sont spécialisés dans l'approche développement durable, vont pouvoir être intéressés par un type de produit, un type de données, un type de data, et la manière dont nous allons avoir une valorisation, la manière dont, du point de vue juridique, cette data va pouvoir être alimentée, un produit, et la manière dont le fonds va être associé directement à la qualité de cette information. Alors, du point de vue de la présentation de la chaire et des travaux, nous avons ensuite évoqué la perspective juridique qui peut être derrière toute cette approche, puisque nous sommes avec un financement qui est un financement de nature très particulière, dans la mesure où ce financement va être et va avoir un espoir de plus-value, de gain, associé avant tout à la qualité de la data et aux objectifs recherchés assignés à l'investissement ou à la pratique, qui permettent de valoriser l'actif en question. Donc, plusieurs types de dimensions sur les contrats qui vont être mis en place. Donc, du point de vue juridique, sur évidemment les contrats autour de la data, la propriété, l'interopérabilité de la data en question, la manière dont on va pouvoir, la garantir d'un point de vue juridique, mais également d'autres dimensions comme la signification du point de vue de cet actif, de sa valeur, comparée par exemple à la valeur existante, à la valeur de l'actif, par exemple associée à une exploitation agricole. En quoi la data provenant d'un type de pratique ou d'un investissement peut être dissociée ou non de la propriété globale d'une exploitation, par exemple. Donc, plein de dimensions telles que celles-là ont été évoquées, de même que celles sur lesquelles nous travaillons sur la perspective comptable. Comment, par exemple, représenter cet actif. On peut avoir tendance à essayer au maximum de le faire rentrer à tout prix dans le PIB traditionnel, c'est-à-dire, par exemple, de représenter les produits exceptionnels, parfois d'ailleurs les charges exceptionnelles, qui pourraient être associées à la constitution de cet actif. Nous sommes et nous travaillons beaucoup plus sur l'idée de la création d'incorporels, donc au bilan, d'actifs incorporels associés à ce type de pratique, comme je dirais le révélerait ou comme le révèlent déjà aujourd'hui des exploitations agricoles au moment des ventes. Lorsque vous allez avoir une cession, la plus-value peut être associée précisément à la qualité des pratiques et à un certain nombre d'éléments sur lesquels il est possible de donner des preuves, donc des données accumulées permettant de voir le mode de fonctionnement de l'exploitation agricole
et par conséquent, bien sûr, le fait que nous ayons, je dirais, des perspectives de valorisation qui sont intéressantes pour celui qui reprendra l'exploitation ultérieurement. Alors, la chaire a présenté tous ses travaux tout en soulignant à quel point aujourd'hui elle est prête, et c'était la dernière dimension de la présentation de la chaire Finagri de ce matin, qu'elle est prête non pas à gérer, puisque ce n'est pas le travail d'une chaire scientifique, mais à appuyer par ses travaux les premières émissions réelles qui pourraient être envisagées de ce point de vue. Donc évidemment, la question de la représentation du titre, quel serait le type de titre, quel serait le type de certificat, quel serait le type d'actif financier qui pourrait être émis. Donc là, nous avons un certain nombre de propositions qui peuvent être faites. Comment s'appuyer sur les études d'impact et l'élément d'impact qui sera sélectionné. Comment remonter la data, quelle est la qualité de data qui va être représentée. Donc toutes ces questions techniques sont les questions techniques sur lesquelles la chaire se positionne et peut se positionner d'un point de vue pratique. Et donc là, bien entendu, se pose la question de la manière dont ces types de financement dans le contexte que j'évoquais en introduction, dans un contexte que l'on peut d'ailleurs, je dirais, encore plus souligner dans le contexte français, c'est-à-dire un contexte dans lequel le financement public va être de plus en plus compliqué du fait de l'état des finances publiques nationales, dans lequel il sera de plus en plus compliqué de mobiliser, je dirais, des fonds qui seraient des fonds reliés d'une façon ou d'une autre à des interventions du secteur public ou du secteur public européen. Donc là, nous avons effectivement une vraie réflexion à engager. La réflexion aussi, et nous l'avons souligné, va se faire dans le cadre global de celle du financement mondial aujourd'hui, en particulier du financement bancaire, qui va notamment sur des actifs comme ceux que nous évoquons, c'est-à-dire le fait d'emmener par exemple une filière agricole vers une logique de plus en plus vertueuse, suppose des investissements de très long terme. Et donc, cette logique de financement de long terme est aussi une logique du point de vue de la régulation financière mondiale, qui est une logique supposant des capitaux propres de plus en plus élevés, du point de vue bancaire ou du point de vue des fonds qui seraient concernés. Donc là, dès lors qu'on est dans de la régulation financière, on voit à quel point aussi la chaire peut répondre à un certain nombre de problématiques que pose la régulation financière, à juste titre, mais qui peut aussi avoir comme conséquence de brider les investissements. C'est-à-dire que plutôt que d'investir à très long terme, finalement, on préférera éviter et les coûts et les obligations associées à ces investissements de très long terme, plutôt que d'avoir cette situation dans laquelle la rentabilité financière pourrait en être affectée, surtout quand cette rentabilité n'est pas nécessairement une rentabilité par le biais de flux immédiats. Donc, nous sommes là à une croisée des chemins, du point de vue global, du point de vue des types de financement qu'on peut envisager, mais nous sommes aussi à une croisée des chemins, je dirais, dans la manière dont peut se représenter un nouveau type de valeur et dont cette représentation de valeur peut avoir une signification réelle extrêmement forte. La chaire est très clairement prête d'un point de vue opérationnel et du point de vue juridique et du point de vue financier à mettre à disposition, je dirais, tous les travaux qui sont les nôtres et qui nous permettent de répondre à un certain nombre de questions si étaient lancées des grandes opérations financières s'appuyant sur les principes que nous avons énoncés et sur les différentes dimensions dans lesquelles nous pratiquons nos différentes recherches pour justement permettre d'asseoir un processus de financement de cet actif d'un nouveau type de façon la plus pertinente possible. Donc, c'était cette présentation d'une chaire, certes dévolue au financement spécifique de l'agriculture, mais dont la logique peut être de façon très claire et très forte répliquée dans d'autres segments, dans d'autres secteurs, raison pour laquelle, je le sais, parmi ceux qui nous écoutent, sont aussi des auditeurs qui ne sont pas nécessairement dans la logique agricole, mais qui peuvent être dans une logique plus large.
Alors, je vous propose maintenant, dans la dernière partie de ce webinaire, de répondre aux différentes questions que vous avez pu poser. Je crois qu'il y en a eu un certain nombre, mais je suis vraiment confus parce que, avec les problèmes techniques, je n'ai pas eu tous les messages que je pouvais, je dirais, avoir. Donc, tac, tac, tac. Donc, je vois des questions autour de ces problématiques politiques, donc avec des gens qui me renverront des mails ultérieurement. Donc effectivement, la question là peut être relativement urgente par rapport à la problématique de l'agriculture et par rapport à l'équilibre économique pratiquement introuvable d'un certain nombre d'exploitations. Il est évident que la question d'un financement nouveau va devenir absolument essentielle, Bruno, par rapport à votre question. Avec les financements traditionnels, on peut très vite avoir des filières qui se retrouveraient en difficulté extrêmement forte, qui pensent ou qui considèrent aujourd'hui que la seule solution serait évidemment une subvention publique et qui s'inquiètent beaucoup de la situation des finances publiques que j'évoquais, c'est-à-dire d'une incapacité éventuelle de l'État à répondre à, je dirais, un besoin de financement externe, de subvention, pour parvenir à faire fonctionner des filières qui fonctionneraient à perte. Répétons, dans l'agriculture, que nous avons cette situation terrible, que des chefs d'entreprise, c'est-à-dire des chefs d'exploitation agricole, ne dégagent même pas suffisamment de liquidité, voire même de rentabilité, pour se payer un salaire minimum, pour se payer même au SMIC. Donc on est bien dans cette problématique absolument majeure, trouver un financement alternatif, et un financement alternatif qui soit fondé non pas sur la subvention ou sur du don, mais fondé sur une logique économique intrinsèque, une création de valeur réelle mesurée scientifiquement, et qui serait d'ailleurs à l'origine de la création de valeur la plus forte que l'on connaîtra dans les prochaines années. Alors, les crédits carbone sont également injustes pour les agriculteurs pionniers. Je vois donc les volumes se basent sur des améliorations de principe par rapport à une situation sans précédent. Donc tout à fait, donc la notion de crédit carbone, ce que je disais tout à l'heure, et la manière dont on envisage. Donc, on est à tout point de vue dans des problématiques fortes sur le crédit carbone, puisque en matière agricole, la plupart du temps, le crédit carbone ne peut pas être répercuté, ou l'investissement nécessaire pour baisser les émissions de carbone ne peut pas être répercuté dans les cours je dirais, des productions vendues. Et d'ailleurs, si tel était le cas, ne sont pas acceptés non plus souvent par la distribution et par la grande distribution. Donc, de toute façon, on se retrouve dans une situation où souvent, du point de vue de l'émission de carbone, en fait, le seul qui supporte le coût est l'agriculteur en tant que tel. Il ne peut pas le répercuter, ni d'ailleurs sur ses matières premières, des réductions de prix de matières premières, ni sur ses investissements, et encore moins sur ses prix de vente. Donc on est dans quelque chose, dans un système qui est un système où très clairement le bénéfice dégagé par la filière ne permet pas l'investissement nécessaire. Donc ou bien la filière disparaît, ou bien on ne fait pas l'investissement, ou bien, c'est évidemment l'idée de la chaire, on trouve une troisième solution, une solution dans laquelle on pourrait vraiment investir de manière massive. Il faut noter que cette question est une question capitale, notamment par rapport aux jeunes exploitants, puisque l'une des raisons pour lesquelles on peut avoir des jeunes exploitants qui jettent l'éponge ou qui d'ailleurs ne tentent même pas de venir dans le secteur, c'est que souvent ils peuvent être animés de l'idée qu'il est intéressant et important de développer une agriculture vertueuse, mais qu'ils ont le sentiment que finalement cette préoccupation, ce seront les seuls à devoir la supporter ou en supporter les conséquences par rapport à la rentabilité de leur exploitation. Donc oui, ça ne fait aucun doute que le système du crédit carbone était quelque chose qui était intéressant en termes, on va dire, de début de réflexion sur l'idée d'une amélioration de la production, en particulier, y compris, mais pas uniquement de la production agricole, mais que c'était une logique qui est une logique dont on a bien vu les limites et dont on voit bien qu'elle ne permet pas de façon massive de changer le mode de fonctionnement, on va dire, d'activité économique au sens large, et en particulier de l'agriculture. Alors, une approche plus systémique, expérimentée au niveau micro avec une grille de lecture complémentaire au bilan comptable est nécessaire. Donc ça, tout à fait d'accord avec vous, Bruno. Donc là, c'est une vraie question en disant, donc vous savez qu'au sein de CSRD, vous avez cette question de la double matérialité, c'est-à-dire un peu ce que vous dites,
Donc, je vous conseille, si vous êtes en train d'étudier ces questions, de vous intéresser sur les méthodologies de reporting que propose la Commission européenne. C'est une vraie question à terme de dire est-ce que on doit avoir cette double approche. Moi, je ne suis pas sûr. Je pense que l'un des grands enjeux peut être de regrouper cette double approche à l'intérieur d'une seule approche dans laquelle l'actif incorporel pourrait, de façon nouvelle, représenter cette création de valeur. On est d'accord que de ce point de vue, il y a beaucoup de questions juridiques et beaucoup de questions de doctrine comptable qui se trouveraient posées, qui sont d'ailleurs entre parenthèses, au-delà de ce que nous sommes en train d'évoquer, des questions de doctrine comptable que l'on connaît depuis de très nombreuses années autour de la valorisation de l'incorporel lorsqu'il n'y a pas de cession, en se demandant comment, effectivement, et sur quelle base, on revient en fait sur la question de la data, de la donnée et de la donnée incontestable, pourrait-on comptabiliser des actifs nouveaux, je dirais, qui sont typiquement des actifs existants. Je le disais tout à l'heure, comme dans n'importe quelle création d'incorporel, cet actif existant, on le représente au moment de la cession. Quand on cède l'exploitation, on voit qu'il y a une valeur réelle qui y est attachée. Cette valeur, elle est notamment celle que paiera l'acquéreur, puisque, par exemple, il considérera que le développement de toute une pratique vertueuse est finalement une raison de la valeur de l'actif qu'il aura accepté d'acheter. On peut le dire aussi de façon inverse, c'est-à-dire que dans le cas où l'on n'est pas vertueux, on peut avoir exactement le processus inverse, c'est-à-dire la dévalorisation d'exploitation massive, parce qu'elle ne peut pas mettre en avant les datas et les informations qui peuvent représenter justement cette manière vertueuse de fonctionner. Alors, Michel, donc que je connais, est financement des successions des exploitations agricoles et de leur transformation. Vous avez raison, Michel, la question de la succession, et notamment de cette valeur que l'on évoque à l'instant, est quelque chose de très important. Il est évident, par exemple, que la succession, donc on doit avoir quelque chose, évidemment, qui doit être cohérent, c'est-à-dire une exploitation qui serait de plus en plus vertueuse parce qu'elle serait de plus en plus développement durable, signifierait qu'elle vaut plus cher et signifierait alors que les frais de succession devraient être plus élevés pour celui qui la reprendrait. Ce serait le comble. Alors que nous pouvons envisager exactement l'inverse, c'est que le fait d'avoir le développement d'un actif supplémentaire, d'un actif associé au développement durable, permettrait de lever un financement qui, notamment dans le cadre d'une succession, permettrait aux repreneurs d'avoir un financement pour poursuivre l'effort, mais qui lui permettrait aussi d'acquitter tout ou partie des droits de succession attachés à la succession de l'outil économique qui leur a repris. Donc, cette question-là est très importante. Alors, toujours Michel qui dit on se pose aussi la question, je dirais à l'IHDREA, à l'IDREA, de la taille de l'exploitation. Ce matin, nous avons abordé cette question, nous, d'un strict point de vue financier, en disant que dès lors qu'on aurait de façon très cohérente établi les critères pour permettre justement un financement qui soit un financement cohérent aussi sur l'objectif annoncé. Là, en réalité, la grande exploitation n'est pas nécessairement l'obligation. On lève des fonds, voire même, comme nous disait Marie-Christine Favreau, spécialiste et co-directrice de la chaire, mais spécialiste des marchés en tant que banquière, voire même la petite exploitation est intéressante parce que finalement, elle limite le risque d'avoir une grande exploitation qui, pour d'autres raisons, se trouverait en difficulté. Donc, surtout ne pas croire que cette approche obligerait à la grande taille, loin s'en faut. Ce n'est pas en tout cas une perspective qui est, on va dire, un élément fondamental du type de financement que l'on évoque. Alors, ensuite, j'ai expérimenté cela au Brésil et cela a été récompensé par un prix. Donc, Bruno, merci de votre information et d'ailleurs, éventuellement, on vous recontactera. Par exemple, nous avons déjà travaillé avec des exploitations céréalières brésiliennes dans lesquelles, effectivement, cette question est importante. Le Brésil travaillant beaucoup justement aux externalités que nous évoquions. D'ailleurs, Michel Griffon, ce matin, dans sa présentation, travaillait sur les externalités, évoquait les externalités négatives historiques associées au déboisement autour du Danube, et donc un certain nombre de conséquences négatives associées au déboisement.
historiquement. Et là, bien sûr, au Brésil, on a cette même question autour de la problématique de la forêt amazonienne. Donc, si j'ai bien compris, service écosystémique d'une agriculture écologique, quels seraient d'après vous les investisseurs qui pourraient être intéressés par ce type d'approche? Donc, nous étions extrêmement optimistes ce matin dans la présentation en disant, puisque là, nous avons des études qui sont menées sur les types d'investisseurs qui sont intéressés, c'est très large. Alors, très important d'abord avec les investisseurs qui veulent afficher un portefeuille vert, et ils sont très nombreux aujourd'hui. C'est la présentation de Delphine Dira ce matin. Ces investisseurs très nombreux peuvent assurer une liquidité. Dès lors que la liquidité serait forte sur le marché, on aurait un nombre d'investisseurs beaucoup plus important encore qui arriverait. Mais on va dire que le fonds d'investissement pour pouvoir lancer des types de produits comme celui-là sont des fonds d'investissement en eux-mêmes qui peuvent assurer très facilement une liquidité des produits qui ensuite serait la base de son attractivité. Comment pourraient-ils retrouver leurs investissements en finançant des pratiques qui en tant que telles ne créent pas de valeur monétaire, mais des valeurs écologiques? Je répète, ce ne sont pas des investissements sous forme de flux. Je crois que vous appelez Bruno. Bruno, vous êtes très européen dans votre question. Non, c'est Christophe, pardon. Vous êtes très européen dans votre question. Je dirais, les investisseurs américains ou asiatiques ont l'habitude d'investir, par exemple, dans le Nasdaq, dans des entreprises qui perdent de l'argent, dans lesquelles il n'y a pas de flux et dont la valeur augmente. Parce que les impacts, c'est-à-dire les informations extra-monétaires qu'ils possèdent, leur permettent de voir que la valeur de l'entreprise augmente. C'est vraiment, je renvoie toujours à ce cas pratique qui est illustré par le film hollywoodien The Social Network, la création de Facebook, la montée en valeur de Facebook au fur et à mesure du nombre d'utilisateurs, alors que l'entreprise perd toujours de l'argent. Mais quand vous avez 1 million d'utilisateurs, vous avez une valeur beaucoup plus faible que si vous en avez 100 millions. Et là, vous n'avez pas besoin d'aller voir le compte de résultat. 100 millions d'utilisateurs, vous savez d'ores et déjà qu'il y a une valeur intrinsèque économique qui est créée par le mode de fonctionnement. Et c'est bien l'échange des titres sur le marché qui permet à l'investisseur de constater cette plus-value. Il n'a pas besoin d'avoir des dividendes en fin d'année pour représenter le gain financier qu'il a pu réaliser. Quelle serait la répartition de la valeur entre investisseurs et agriculteurs? Donc là, la valeur créée, elle permet à l'agriculteur de financer son investissement, voire de sa pratique. Donc là, quand on parle répartition de valeur, c'est un financement éventuellement de la pratique, donc d'un mode de fonctionnement. Ensuite, évidemment, quand cette valeur est créée, c'est un des aspects juridiques que nous évoquions. Cette valeur est créée. La vraie question qui pourrait se poser serait, par exemple, en cas de comportement non vertueux d'un agriculteur qui détruirait la création de valeur qu'il aurait pu faire. Là, c'est des vraies questions contractuelles qui peuvent exister du point de vue du financement qu'il aura obtenu. C'est-à-dire, en réalité, c'est vraiment attaché complètement à la question de la data et à l'influence éventuellement que peut avoir l'agriculteur sur la qualité de la data qui remontera. Donc ça, ce sont des questions juridiques intéressantes, mais sur lesquelles, effectivement, je dirais, on doit être très clair. La valeur de l'exploitation en tant que telle, l'agriculteur la conserve, puisque lorsqu'il va vendre son exploitation, par exemple, ou qu'il va avoir une succession, la valeur aura augmenté, le but étant de lui assurer un financement ou de son investissement, de sa pratique, en cours d'activité. En revanche, en ce qui concerne la data et ce que représente cette data, celle-ci circule sur les marchés financiers avec des actifs qui sont échangés par des investisseurs. Raphaël, je suis en poste dans un fonds d'investissement impact, donc évidemment, on est Lucie, merci beaucoup de votre attention. Donc nous travaillons avec beaucoup de fonds d'investissement impact et même François qui commence à être chez nous est gestionnaire lui aussi d'un fonds à impact. Donc on est en prise directe avec cette base d'investisseurs qui sont la première couronne, on va dire, intéressée par les types d'actifs que nous allons proposer. Et donc c'est cette première couronne qui nous semble d'ores et déjà, du point de vue de l'étude internationale que nous menons au sein de la chaire, suffisamment forte pour assurer une liquidité des marchés et donc attirer les autres investisseurs par le fait que la plus-value va pouvoir être perçue dès lors que le marché est suffisamment liquide. Et donc, ce que nous dit Lucie, c'est effectivement, il ne demande pas un ROI immédiat, du moins pas un ROI en cash ou en liquidité. En revanche, il est évident que plus le ROI sera rapide en termes de mesures d'impact, plus il y aura espoir que la revente de l'actif, si nécessaire,
ou si on le désire, cette revente d'actifs permettra de réaliser une plus-value. On est d'ores et déjà, du point de vue mondial, et au-delà de la sphère agricole, dans une logique où plus la qualité de la data associée à un investissement et à son impact et à ses retombées, plus la qualité est élevée, plus la valorisation économique augmente, plus il est investissement de récupérer très vite mise. Alors là, quand Raphaël, pour terminer peut-être autour de cette présentation, parce qu'on a tellement de problèmes techniques, c'est un peu compliqué, je pense, pour vous de suivre, vous dites, qui dit émission de titres financiers de capital naturel peut dire bulle, donc nécessité de régulation. Alors, je crois que là, vraiment, surtout, c'est ça qui est important, c'est que bulle, la définition d'une bulle, si vous avez un actif dans lequel il n'y a aucune raison qui prenne de la valeur, qui va prendre de la valeur uniquement par des situations. Par des situations d'offre et de demande, de tension entre offre et de demande. Donc, mon immeuble vaut 2 millions, il devient 3 millions, il n'y a pas un étage supplémentaire, il n'a pas été repeint, c'est juste parce que j'ai une activité financière associée à un excès de liquidité. Là, on est dans la bulle. En ce qui nous concerne, il ne s'agit pas de bulle, il s'agit éventuellement d'interprétation, voire, je dirais, d'une attractivité très forte de produits financiers dans lesquels vous aurez de la data réelle. C'est-à-dire, ce qui va être à l'origine de la prise de valeur, c'est la data réelle. Vous voyez, vous pourriez parler de bulle si, par exemple, la data sur l'utilisation de l'eau démontrait que l'eau était de moins en moins vertueusement utilisée, qu'on consommait de plus en plus d'eau, qu'on la stabilisait. Ou que l'on détériorait cette qualité de l'eau et que du coup l'actif néanmoins augmenterait en valeur. Là, on pourrait parler de bulle. Sinon, dans la plupart des cas, on va être dans une logique où il ne s'agit pas de bulle, il s'agit d'apprécier si réellement la prise de valeur n'est pas excessive par rapport à d'autres prises de valeur de même type qu'on pourrait rencontrer un investisseur en agriculture ou hors de l'agriculture. Donc la seule vraie question sur la régulation va être effectivement sur la sélection et sur la qualité de la data. Et c'est là où, bien sûr, l'intervention des scientifiques est très importante. C'est la raison pour laquelle la chaire Finagri a créé d'ores et déjà une agence Finagreen, dont le but est une sorte d'agence de labellisation notation sur la qualité de la data qui va être mise en jeu dans des opérations. Finagreen a cette finalité justement de donner une appréciation scientifique sur la qualité de la data. Donc, c'est exactement d'ailleurs, c'est pour ça que j'utilise le terme d'agence de notation. L'agence de notation sur la qualité d'une dette ne s'engage pas, c'est pas elle qui fait la qualité de la dette. En revanche, c'est elle qui permettra probablement de doucher peut-être des logiques spéculatives sur tel ou tel type de dette, soit parce que elle va dire que la dette est plus fragile que ne le supposerait par exemple très grande attraction que pourrait exercer sur des investisseurs, ou au contraire qu'elle est meilleure alors qu'elle a été délaissée par des investisseurs. Je crois que vraiment ce qui est très important dans la régulation de ce type de financement d'aujourd'hui va être une analyse très précise et très fine de la qualité des data qui est à l'origine d'une vraie création de valeur et donc pas du tout d'une logique de bulle. En revanche, évidemment, il est certain que on peut penser que la liquidité disponible du marché va se précipiter vers tous les actifs dans lesquels vous aurez de la data extra-monétaire, donc qui deviendra financière, de la data extra-monétaire attestant d'une création de valeur, et en particulier d'une création de valeur incorporelle à long terme. Donc là, il est certain que l'on peut avoir ce type d'évolution qui sera très intéressant à regarder. Je dirais que lorsque l'on aura vraiment un flux de plus en plus important vers de la création de valeur virtuelle, et que là se posera la question éventuellement de la hiérarchie et de la façon dont se créera la valeur entre les différents actifs, une grande partie du chemin vertueux aura été déjà accomplie. Et donc on aura là probablement à peut-être rentrer dans des régulations un peu plus fines de ce point de vue.
Alors, encore une question à laquelle je n'avais pas répondu. Oui, si investisseur, est-ce que ça permettrait d'améliorer les revenus des exploitants? Oui, donc je l'ai dit. Le système des subventions tout aussi basé sur le coût des investissements. Comment revenir à un système plus vertueux? Donc je le disais, malheureusement, les subventions, on va y revenir un peu contraint et forcé de toute façon, puisque la notion de subvention va être de plus en plus compliquée à mettre en œuvre dans le contexte d'attrition des finances publiques. Je rappelle, on peut se lamenter, on peut vitupérer. Ce que fait la chaire, c'est dire s'il n'y a plus de financement public, on peut en avoir beaucoup plus avec un financement privé qui n'impliquerait pas une pression supplémentaire ou différente de celle qu'on connaissait jusqu'à maintenant. J'utilise d'ailleurs, et je dépose le label, j'utilise le terme souvent par rapport à ce que nous faisons dans la logique de ce que j'appellerais des subventions, le label que je voudrais déposer, c'est le terme de subvention d'investissement, sauf que évidemment, ce serait là des subventions d'investissement privé qui néanmoins pourraient être intégrées au fonds propre. Donc ça, c'est encore une dimension supplémentaire que nous n'avons pas encore évoquée ce matin. On va dire, on est encore dans soit des logiques obligataires à taux réduit, soit ce type de produit qui pourra demain être probablement envisagé comme des quasi-fonds propres. Voilà. La data est au cœur de cette création de valeur, me dit Raphaël. La data agricole basée sur du vivant est encore extrêmement volatile. Oui, mais ça, c'est le cas pratiquement de toutes les datas. Vous savez, on a cette problématique partout. En revanche, ça, c'est clair que pour la validité de cette data agricole, il est indispensable qu'il y ait une caution scientifique importante. Toujours pareil, l'investisseur ne demande pas une data fiable à 100%, ça n'existe pas. L'investisseur demande que on ait utilisé la data la plus fiable possible dans l'état actuel de la connaissance. Et ça, c'est le rôle de la chaire. C'est-à-dire regarder, d'une part, si cette data est fiable, d'autre part, ce que j'évoquais tout à l'heure, s'il n'y a pas d'externalité négative énorme que l'on n'aurait pas perçu en tant qu'investisseur, parce que c'est pas son travail, mais qui conduirait alors à avoir un énorme greenwashing et donc une dévalorisation brutale de l'investissement que l'on aurait réalisé. Donc, une data qui soit correspondante à l'état de la science dans lequel on est. 2, une veille scientifique, puisque évidemment le but de la chaire est de continuer à observer et à regarder la manière dont la science évolue pour améliorer, par exemple, la qualité de la data sur telle ou telle vertu que l'on souhaite mesurer. Je prenais l'exemple de l'eau, il est toujours excellent de ce point de vue, pour essayer de bien représenter la vertu que l'on souhaite continuer de voir se développer. Et puis 3, évidemment, je dirais, lorsque on regarde cette data et qu'on l'analyse, on peut avoir des fluctuations qui ne soient pas positives, qui ne soient pas uniquement en fonction des éléments attendus aussi forts que prévus, mais ça, on va dire, ça fait partie du risque d'investissement traditionnel. Et là, pour le coup, c'est quelque chose sur lesquels éventuellement la chaire pourra travailler en termes d'investisseurs, en disant par exemple, des externalités négatives peuvent apparaître d'un seul coup du fait d'événements externes ou peut-être du fait d'évolution de mode de fonctionnement. Donc ce sont des aspects, par exemple, là, qu'on pourrait tout à fait regarder, examiner, voire même provoquer des recherches. La chaire a cet objet aussi de provoquer des recherches supplémentaires en cas de manifeste problème attaché aux datas qui remontent. Donc on est avec un système, comme vous le dites, qui est du vivant, avec des datas qui seront vivantes, mais ce sera le cas dans tous les secteurs d'activité. La data, lorsque vous travaillez sur ces informations extra-monétaires, est par définition de la data qui sera de la data vivante, c'est-à-dire susceptible de bouger tout le temps. Néanmoins, à partir du moment où elle est collectée de façon la plus objective possible et avec des méthodologies inattaquables du point de vue scientifique, cette data vivante est une data très recherchée par l'investisseur, lui permettant de se projeter sur la qualité de l'investissement, souvent mieux qu'avec du reporting uniquement financier, uniquement monétaire, qui, je le rappelle, peut être largement soumis soit à des interprétations contestables, soit voire même à des fluctuations législatives, qui feraient que votre information et vos prévisions, je vais prendre un exemple complètement neutre et complètement dissocié de l'actualité. Par exemple, vos prévisions en termes de fiscalité se révèlent complètement fausses puisque le contexte fiscal a changé et, imaginons, l'impôt augmente, que par conséquent, tout ce que vous aviez comme valeur va devoir être réajusté du fait d'un changement des règles fiscales. On va dire que cette fluctuation
cet aspect vivant, si vous me permettez aussi ce mauvais humour, sur la question des data. Vous l'avez déjà dans les data financières. Sur les data réels, vous l'aurez nécessairement, mais ce seront des data réels évoluant sur des phénomènes réels, par conséquent des phénomènes que peuvent accepter parfaitement les investisseurs comme étant la base normale d'une logique de risque. L'investisseur préfère 100 000 fois une évolution réelle de data vivante, comme vous l'évoquiez, plutôt que d'une évolution inattendue d'une data réglementaire, surtout quand on lui avait dit que logiquement cette réglementation ne bougerait pas. Voilà, je pense que je dirais donc voilà donc Raphaël propose effectivement des éléments sur des aspects concrets. Donc ça, effectivement, on est avec d'ores et déjà des cas concrets sur lesquels on a fait des présentations ce matin et peut-être sur lesquels on vous reviendra dans un autre webinaire pour vous montrer là où nous sommes et là où on pense faire des applications très rapides sur des levées de fonds par rapport à tout ce que nous venons de dire. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je suis vraiment désolé des mauvaises conditions technologiques, on va dire, qui ont été celles de ce webinaire, mais j'espère quand même qu'il vous aura permis de nous suivre et permettra de regarder peut-être notre site web, regarder quelles sont les manières dont nous évoluons et quelles sont les publications que nous allons faire, aussi bien d'ailleurs dans l'encadrement théorique. Vous avez évidemment compris que la robustesse scientifique, elle est capitale, donc elle suppose une vraie démarche scientifique, mais aussi avec cet aspect très concret qui est celui d'ailleurs, je le sens bien, qui vous intéressait en premier lieu pour tous ceux qui nous ont écoutés cet après-midi. Voilà, merci beaucoup de votre attention, à très bientôt, et peut-être un jour autour de Finagri, autour de la chaire, autour de ces travaux, autour de tous ceux qui, avec nous, essayons de promouvoir une agriculture en même temps répondant à la problématique de nourriture des humains et en même temps s'adaptant complètement à un modèle vertueux. Merci beaucoup.